Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission où ce soir j'ai un invité, un cadre, je crois, si je ne me trompe pas, des services sociaux de l'ASE, si je ne me trompe pas. Oui. Bon, bonjour Je suis un Bernard. ancien directeur de l'aide sociale à l'enfance en Saône-et-Loire. Bien. Bon, et vous êtes en rendez-vous avec moi et vous allez parler de quoi exactement ce soir? C'est quoi votre sujet de débat? Parce qu'on est appelé à se revoir, mais là, pour ce soir, vous voulez parler de Je, quoi? C'est quoi? je vais parler de la maltraitance institutionnelle qui peut se produire à l'ASE en donnant un exemple qui est très présent, puisque c'est une affaire qui date au total depuis 2015. Et ça s'est passé en 2 épisodes. Et là, le deuxième épisode a démarré fin 2019, dure jusqu'à maintenant. Et c'est une histoire qui est scandaleuse parce que des enfants en ont fait les frais. Alors, Et que l'aide sociale à l'enfance, et je dirais le département derrière, ne veut pas reconnaître ses erreurs pour de simples raisons d'amour-propre. d'accord. Et où ça se complique, c'est qu'il n'y a pas que la ZEU qui a fait des erreurs, mais il y a la gendarmerie qui a fait un signalement, ce qu'on appelle une information préoccupante, tout à fait intempestive, tout à fait injustifiée, dans des conditions qui sont tout à fait critiquables, et que le parquet de Mâcon, de Châlons, excusez-moi, le parquet de Châlons ne veut pas reconnaître, ne veut pas non plus reconnaître son erreur, qui serait d'ailleurs la seconde erreur concernant l'établissement en question, qui est un lieu de vie. Alors j'explique en quelques mots ce qu'est un lieu de vie. C'est une petite structure, ça va grosso modo de 5 à 10 enfants. La plupart du temps, c'est 5-7, voilà. Et c'est tenu généralement par des gens qui ont une implication un petit peu personnelle. Il n'y a pas d'obligation de diplôme d'ailleurs. Ça doit être tenu par des permanents qui reçoivent chez eux des enfants. Et ce qui les oblige d'ailleurs, normalement, s'ils respectent bien ce qu'est réellement un lieu de vie, ça les oblige à vivre avec eux 24 heures sur 24, voire 365 jours par an. Il y a quelquefois, il y en a quelques-uns qui s'organisent des week-ends, des petites vacances, mais c'est une vie familiale. Alors, l'avantage de ces lieux de vie, c'est qu'ils offrent certaines spécificités qui peuvent être aussi plus solides qu'une famille d'accueil, hein, même si c'est autour d'une famille d'accueil. La plupart du temps, c'est plus solide qu'une famille d'accueil. Ils peuvent mieux résister, si vous voulez, à des gamins qui sont un petit peu soit en révolte ou qui ont des problèmes psychologiques ou qui ont une addition de problèmes qui font qu'ils se sont fait vider d'établissements plus traditionnels, soit des maisons à caractère social, soit des familles d'accueil. Voilà. Ces lieux de vie traînent une réputation un petit peu sulfureuse d'un côté, et en même temps, on en a beaucoup besoin. L'ASE en a beaucoup besoin, et je dirais les utilise parfois un petit peu cyniquement pour caser ce qu'on appelle les incasables, les patates chaudes, les borderline, etc. D'accord. Voilà. Donc, il se trouve que ce lieu de vie dont je parle, je le connais très bien, puisque j'ai participé il y a 20 ans à la transformation de ce qui était un centre équestre en lieu de vie. Il s'est trouvé que le patron du centre équestre, on lui avait l'aide sociale à l'enfance qui place souvent des enfants pour les vacances dans des centres, l'utilisait souvent
et utilisait souvent donc ce centre équestre et avait remarqué que le patron était solide et avait une influence qui était tout à fait bénéfique pour les enfants qui lui étaient confiés pour des vacances, je le précise bien. Cet aspect est tout à fait important. C'était un centre équestre, pas autre chose qu'un centre équestre. Et puis avec le temps, il y a une période intermédiaire où en fait, on lui a confié de plus en plus d'enfants difficiles et il s'en est fait un petit peu une spécialité. Et c'est à ce moment-là que je suis intervenu pour lui dire, puisqu'il était dans le département pas très loin de la Suisse et qui recevait essentiellement des enfants suisses, je lui ai dit, on est allé le rencontrer avec le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, et on lui a dit, écoutez, vous recevez des enfants, vous êtes dans une formule qui n'est pas tout à fait réglementaire, vous recevez des enfants en Suisse, mais nous, si vous faites du bon boulot et on constate que vous avez une bonne réputation, etc., on aimerait bien que vous régularisiez votre situation et que vous travailliez donc pour nous, pour l'aide sociale à l'enfance en général, et qu'une partie des enfants confiés puissent être confiés par le département. D'accord. Et je peux poser une question, Bernard? C'est dans quel département qu'il est le centre équestre là, le centre équestre est en Saône-et-Loire. D'accord, ok. Nous, dans Saône-et-Loire, on avait très longtemps, trop longtemps, le département avait été opposé à l'établissement de lieux de vie, et c'est tout à fait irréaliste parce que nous-mêmes, nous, le département, l'ASE de Saône-et-Loire, placer des enfants de Saône-et-Loire dans des lieux de vie d'autres départements. Ah oui? Ce qui voulait dire concrètement qu'on ne suivait pas beaucoup ce qui se passait dans ces lieux de vie. Et je trouvais complètement absurde qu'on utilise quelque chose dans d'autres départements, dans d'autres coins de France, avec moins de suivi, alors que nous pouvions, par le simple fait de placer quelques enfants dans ce lieu de vie de Saône-et-Loire, nous pouvions garder un œil sur la structure, voir ce qui s'y passait, le contrôler comme nous le voulions, et ça ne posait pas le problème. Et le type a dit, banco. Voilà. Alors, son agrément a été un petit peu long à obtenir, tout simplement pour des raisons de paperasserie, de fenêtres. Administrative, quoi. Administrative. Des raisons administratives, voilà. Et on était tombé sur un type sérieux qui nous a enchantés, tous les deux, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse et moi-même. Je me rappelle très bien ce qu'a dit le directeur de la PJI. Il m'a dit, un type comme ça postule chez moi, je l'embauche illico. Voilà. Donc, alors, pour que les gens comprennent, ça a un avantage quand même énorme, c'est que comme les services sociaux sont dans le même département que ce centre, pour les parents qui ont un droit de visite, c'est quand même, parce que ça existe encore les droits de visite, je suppose, avec des parents ou c'est autre chose? Ça existe, mais il faut savoir que souvent, ces lieux de vie, ce lieu de vie qui est établi à la campagne, ce qui ne veut pas dire dans un endroit isolé d'ailleurs. La Bresse, dans la Bresse où il est installé, à Frontenau, l'habitat est dispersé, mais la première ferme est à 100 mètres. C'est pas le Texas. Voilà. Non, mais je précise que c'est pas le Texas, parce que lorsqu'on lit les rapports de gendarmerie maintenant, on a l'impression qu'on est à Waco. Ah oui, carrément. C'est la folie, carrément. Alors justement, comment ce système s'est mis alors qu'au début, toute l'installation était reconnue bien, répondant à des bons critères? C'est justement la suite, c'est quoi alors du coup? Ces aménagements à l'époque étaient faits plus en tant que centre équestre. Mais c'est quelqu'un qui a adapté tout à fait ses locaux. D'ailleurs, j'ai vu avec le temps ces locaux s'améliorer, mais grandement. Je dirais que c'est un lieu de vie qui est très soigné, qui est très coquet, et où les jeunes sont heureux, ils apprécient l'environnement. Alors, comme c'est à la campagne, c'est utile dans certains cas, parce que ce sont souvent des gamins des banlieues avec un entourage qui peut être très tordu.
Ils sont issus souvent de familles ou des familles qui sont vraiment très marginales. Ouais, Alors dans certains cas, effectivement, il y a des droits de visite, il y a des droits de partir en vacances, etc. Mais dans ouais, d'autres cas, l'éloignement, c'est quelque chose qui a été choisi par les départements. d'accord. Alors au début, l'aide sociale à l'enfance de Saône-et-Loire l'a assez peu utilisé parce que mes services, j'avais beau pourtant leur expliquer la chose, pensaient que donc le patron du lieu pouvait laisser des places non occupées. Bon, avec le temps, il a travaillé avec mon département et notamment la partie nord du département. Et ça s'est d'ailleurs bien passé. Voilà. D'accord. Donc en fait, Je, le lieu, pour que les gens comprennent, c'était ouais. presque un esprit colonie de vacances, en fait, l'esprit, à peu près. C'est une ferme, Ouais, c'est une grande ferme en Bresse, c'est-à-dire ces maisons qui n'ont qu'un seul étage, et c'est ouvert sur des champs dans ouais. lesquels il y a des chevaux, parce que le lieu de vie était organisé, on est passé à un lieu de vie avec support équestre, D'accord, c'est ça. c'est-à-dire Ouais, les métiers du cheval et aussi ce qu'on appelle en partie équithérapie, parce d'accord, qu'il y a des enfants qui sont intéressés par les métiers du cheval, mais tu en as d'autres qui simplement le contact des animaux, des chevaux et maintenant il y a même des chiens, ça les pacifie, bah oui, c'est alors, sûr, c'est sûr. ça les aide. Bon, Ouais. je ne suis pas un spécialiste de l'équithérapie, mais je peux dire que j'ai observé des scènes où on voit effectivement un gamin qui est en crise et puis voilà, qui va voir Ouais, les c'est chevaux. ça. Il y Parce a qu'avec les l'apaisement. chevaux, Mmh. on ne peut pas se permettre de continuer à être excité, violent, etc. On est là, voilà. Alors, Ouais, voilà, il y a le truc était support cheval. Donc, on est passé d'un centre équestre qui était uniquement centre équestre. Il y a eu une transition, je dirais quelque chose qui a duré comme 2 ans, où il s'est transformé peu à peu en lieu de vie et il a été en 2004, en octobre 2004, agréé officiellement en tant que lieu de vie d'accord. autour de l'activité équestre, Et chevaline. d'accord, OK, OK, donc c'est entendu cette affaire-là. Donc Voilà. et alors justement, donc et là, dans ce genre d'endroit, on confiait combien d'enfants à peu près? Eh bien, et j'ai une part de responsabilité là-dedans. L'agrément qu'on lui a donné, c'était un agrément pour 5. Mais il pouvait y avoir, ça a été décidé avec le service tarification. Bon, moi, j'étais pour un nombre un peu plus grand. Et mon collaborateur m'a dit, écoute, on fait à 5 et puis de toute façon, on pourra donner des autorisations provisoires D'accord, d'aller jusqu'à 7. Voilà. d'accord, d'accord. Ça a posé un petit peu des problèmes ultérieurement, pas de gros problèmes, mais ils se sont beaucoup après mon départ, qui s'est fait en 2008. J'ai quitté le service et j'ai été remplacé par des gens qui étaient pas aussi ouverts que moi. Hein. Moi, on pouvait, si on voulait matin, on me donnait un coup de fil, je répondais, je me déplaçais sur tous les établissements du département. Je restais pas tout le temps dans mon bureau. Et le simple fait que je passe devant une maison à caractère social, je m'arrêtais pour tailler le bout de gras avec les responsables, ce qui me permettait de connaître au moins l'ambiance de l'établissement, D'accord, d'accord. d'entendre les problèmes et après ça, j'ai été remplacé par des gens qui n'avaient pas mon expérience et qui se sont bunkerisés. Et il s'est C'est-à-dire trouvé, et il s'est c'est-à-dire? trouvé
Quand on dit bunkeriser, ça veut dire quoi exactement pour que les gens comprennent bien? C'est-à-dire qu'ils restent enfermés dans leur bureau et qui ont peur, d'aller voir les réalités tranquillement telles qu'elles sont. Oui, Voilà. d'accord. Et Ouais. ça, ça a été un petit peu dramatique parce que moi, je connaissais le lieu de vie. Quand j'y allais, je bouffais avec les gamins, avec tout le monde, etc. Et je Ouais, pouvais bien me rendre compte s'il y avait un problème ou pas. Ça se voit. bien sûr, bien sûr. Sauf à être idiot, on se rend compte de la manière dont ça se passe. Et lorsque j'y allais avec le responsable de la tarification, je n'avais qu'une personne à l'époque, hein, une seule personne. Ouais. On se déplaçait tous les deux. Lui était un petit peu réticent à bouffer sur place parce qu'il avait peur de se laisser acheter par un repas. Je lui ai dit, écoute, mon vieux, Ouais. arrête. C'était une crainte en fait, voilà, c'est ça. Hein. C'était un scrupule de fonctionnaire poussé jusqu'au ridicule. Voilà. Bah oui, Moi, je veux dire, en plus, le patron du lieu de vie, c'est un type qui est d'origine italienne, qui a vécu toute sa jeunesse en Suisse et qui est établi en France. Il a toujours la nationalité italienne, mais c'est un type qui peut vous imiter l'accent du sud-ouest, imiter un pecno de la Bresse profonde, etc. Enfin bon, c'est un personnage truculent, qui est sympa comme peut l'être un Italien, avec une table ouverte, qui reçoit des tas de gens de l'extérieur, des amis, ce qui est très bon pour les gamins, parce que il y a une vie sociale. Non seulement il y a une vie familiale, mais il y a aussi la vie sociale de ce type, et c'est très ouvert. bah bien sûr, bien sûr. Non, non, mais je Mais conçois ça en fait. Hein. j'insiste un peu là-dessus, parce que lorsqu'on lit maintenant les rapports de la gendarmerie, on a l'impression qu'on se trouve dans une secte ouverte sur rien du tout, alors que là-bas, vous y arrivez, il y a même pas de grille, vous y rentrez comme dans un moulin, vous pouvez arriver carrément à l'intérieur du lieu, sans qu'on vous arrête en quoi que ce soit. Les gamins, s'ils ont envie de se barrer, ils peuvent parfaitement se barrer, ce qu'ils font de temps en temps, parce que de temps en temps, il y a une petite crise, il peut tout se passer. Ouais. Mais c'est pas un endroit fermé, c'est pas. Voilà. Alors, alors Bernard, là, ce que j'essaie de comprendre, les rapports de gendarmerie qui ont commencé à changer la vision de ce lieu, ils ont commencé en quelle année? Combien d'années après? Voilà. C'est Alors, il y a eu 2 épisodes. ouais, c'est ça. Alors, je précise que en 2014, il y a eu un contrôle du lieu de vie qui a été très bien fait. Moi, je n'y étais pas, hein, mais j'ai quand même rencontré à l'époque, je dirais presque par hasard, un ancien collègue que j'avais connu, avec qui j'avais bien travaillé, Ouais, et qui avait contrôlé pendant plusieurs jours ce lieu de vie et qu'il avait fait de manière tout à fait efficace dans les formes, etc. Et les ouais, conclusions étaient très favorables, très favorables. On lui a demandé de faire quelques paperasses qui étaient nécessaires suite à la loi de 2006 ou 2007, je ne sais plus. Voilà. Et on lui a fait changer une serrure parce qu'il fallait un endroit, une barrière jusqu'à la piscine. Mais voilà, mais pour tout le reste, c'était très élogieux. ouais. Et j'emploie le terme élogieux, parce que dans un rapport de gendarmerie maintenant, on dit éloquent, ce qui peut vouloir dire tout à fait le contraire. D'accord, Hein. d'accord, Voilà. d'accord. Donc en 2014, on a un rapport qui est impeccable, impeccable, vraiment. Et en 2015, commencent les emmerdements pour mon copain. Et il s'agit c'est quelque chose. J'étais là sur place aussi parce qu'il m'avait dit, bon, enfin, on avait renoué depuis peu d'ailleurs. Hein. On Ouais, avait renoué depuis peu par hasard. Bon, j'avais mon ancien collègue de la PJJ qui lui avait dit, tiens, il y a Bigenwald qui écrit sur Mediapart, il écrit des billets rigolos, tu devrais y voir. Et puis j'ai vu donc monsieur, je peux dire son nom, hein, c'est pas, ouais, c'est ouais. Gibier de Potence, monsieur Rossi,
Monsieur Jean-Claude Rossi, enfin il s'appelle Gian Claudio Rossi, mais enfin il se fait appeler Jean-Claude, puisqu'il a vécu en Suisse et que sa mère était suisse d'ailleurs. Ouais. Et donc Jean-Claude est allé faire un commentaire sur un article que j'avais fait où je critiquais un petit peu ce que j'avais rencontré à l'ASE. Voilà, mais bon, puis il m'a critiqué sur un ton qui a fait que je ne l'ai pas reconnu et que ça pouvait s'interpréter de manière critique, etc. Je l'ai envoyé chier, puis il m'a dit, enfin, tu me reconnais pas, puis bref, on a rigolé, quoi. Puis on a C'était de renoué. l'humour? C'était de Ça. l'humour, en fait? C'était de l'humour? C'était de l'humour, c'était de l'humour. Mais ça se retrouve sur Mediapart, hein, Ouais, c'est un billet qui s'appelle Le Point G pour tous, qui ouais, est un billet décalé, mais sur l'adoption, la GPA, et dans les commentaires, on retrouve les impressions que j'ai eues quand je suis arrivé à l'ASE, que je n'y connaissais rien, je ne savais même pas ce que voulait dire ASE, et ouais. il a fallu que je me fasse sur le terrain avec une opposition assez marquée de ma supérieure hiérarchique directe. C'est assez D'accord. drôle quand on les lit, puis comme c'est daté, on peut voir que mes idées, que j'y a une certaine cohérence dans mes idées donc de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. D'accord. OK. Donc, alors, pour poursuivre maintenant sur le rapport qu'a Donc évolué. en Ouais, 2015, il y a une cabale interne. Il y a une cabale interne. Il y a un éducateur qui réussit à manipuler une lingère à l'intérieur de l'établissement, qui a fait de l'autre éducatrice sa maîtresse, mais bon, c'est leur affaire, après tout, on peut considérer que c'est leur affaire personnelle, et qui entraîne ce petit monde, plus deux gamins un peu fragiles, en laissant croire qu'il y a des formes de maltraitance, etc. Lui-même est incapable de dire de quelle forme de maltraitance il s'agit, puisqu'il se contente de rapporter des trucs qu'il a entendus, que les enfants auraient dit, etc. Il monte ça en mayonnaise. Il entraîne une psychologue externe qui ne connaît pas le lieu de vie, mais qui suit deux gamins qui sont assez fragiles. ouais, Et puis voilà, et au point que la psychologue en question, donc la psychologue extérieure, alerte l'ASE, et l'ASE débarque. L'ASE, non, c'est même pas l'ASE, c'est le directeur des services sociaux qui ne connaissait rien à l'ASE et qui débarque en urgence dans un LVA qui fonctionne tout à fait tranquillement, des gamins tranquilles, il n'y a aucun problème. Et puis qui lui dit, écoutez, oui, on me dit qu'il y a des problèmes chez vous, etc. Et puis, est-ce que vous avez... Puis on m'a parlé d'une arme. Alors, qui se gratte la tête, et quelle est une arme? Vous voulez parler là d'un pistolet pour enfants. Alors, il avait effectivement laissé tout un week-end un pistolet pour enfants, dont j'ai les photos. Je lui ai dit, hein, un pistolet pour enfants, mais vraiment, c'est un mousquet de pirate. Voilà, vous pourriez voir ça dans le film Pirates des Caraïbes. Voilà. Et ce qui est ahurissant, c'est que les éducateurs avaient dit, écoutez, il a laissé ça sur le bureau, mais c'est visiblement pour nous impressionner en notre absence, pour qu'on se tienne à carreau. C'était ouais, une histoire de fou. C'était une histoire de ouais, fou. Quand on ça, voit l'arme en question, mais ça, c'est quand même des propos mensongers, qu'on le veuille ou non. bah, non, 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 mais enfin, mensonger. C'est pas vraiment une arme, c'est un jouet, mais non, Ah, mais on est justement, passé. donc, alors, est-ce que c'est une mauvaise interprétation qu'ils ont dans la vision ou c'est vraiment quelque chose qui est voulu? C'est ça qui est important de savoir. Non, je pense, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue. Je pense qu'on a quand même, mais par contre, il y avait une psychiatre qui connaissait bien l'établissement, une psychiatre suisse qui était un ami de Monsieur Rossi, et puis Ouais, qui a dit, mais vous êtes tombé sur un type qui est paranoïaque, ouais, ça ne se voit pas extérieurement, il est dans son délire. Mais là où il était quand même dangereux, c'est qu'il réussissait à entraîner dans ses délires
des gens qui n'avaient pas d'intention maligne. Bah, Voilà. c'est ça. Mais c'est C'est de l'influence, en fait. oui, bah oui, c'est de la manipulation tranquille dans un milieu où il y a des gens qui sont fragiles. Et il a donc manipulé deux gamins. Il y avait un gamin qui a fait de la tétanie. Enfin bon, il, il était, c'était un gamin qui était fragile, dont il m'avait parlé. Je ne le connais pas vraiment, je l'ai juste croisé. Ouais. Mais j'ai vu des scènes qui ont été filmées où on voyait qu'il était absolument pas maltraité. Je me souviens d'un petit film que j'ai vu où on voyait ce gamin, bon, qui avait demandé pour son anniversaire un violon. On lui avait offert un violon et il poussait des cris de joie. Bon, je crois que sa problématique, c'était essentiellement, ça tournait autour de son identité sexuelle. Voilà. Il était dans le style grande folle, mais qui posait pas vraiment problème dans une petite structure comme ça où on pouvait gérer les choses. D'accord, d'accord. Et un jour, il était très très démonstratif. Là, dans le petit film là que mon copain a, on le voit pousser des cris de joie parce qu'on lui a offert un violon, mais ça fait vraiment bon, on est dans le grand spectacle. Hein. Ouais, d'accord. Et bon, puis un jour, je sais pas, il a dû se disputer avec des autres. Il a dû être hospitalisé parce qu'il faisait une crise. Et puis à l'hôpital, il a fait une crise de tétanie. Et puis il a dit qu'il voulait pas y retourner, etc. Puis il a raconté quelques conneries sur l'établissement. Donc on s'est trouvé avec la psychologue d'un côté à qui l'éducateur avait bien bourré le mou, et d'autre part l'hôpital qui signalait la situation. Voilà. Moi, tout ça, ça me fait rire parce que l'état de la psychiatrie en France, la psychiatrie pour enfants est lamentable et il est un peu facile pour un hôpital de trouver des responsabilités extérieures. C'est un peu facile. Dans le social, on a tendance un peu à se déculpabiliser soi-même en culpabilisant les autres. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Mais je dirais pas que Ouais, ça bah s'est oui, fait de la part de l'hôpital, ça s'est fait avec de mauvaises intentions. Hein. Ouais. Moi, si on a un manipulateur dans cette histoire, et c'est très clair, je ne dirais pas qu'il y a eu un complot de tout le monde extraordinaire. Non, chacun est allé un petit peu sur son air. L'ASE aurait dû se rendre sur place, vérifier. Au lieu de ça, qu'a-t-elle fait? Elle n'est pas venue sur place. Ouais. Il y a juste le patron des services qui n'y connaissait rien qui est venu sur place. Il a bloqué d'ailleurs un processus normal en se déplaçant, puisque maintenant il n'y avait plus que sa parole qui importait. Il a essayé de ménager la chèvre et le chou en disant, Monsieur Rossi, écoutez, oui, bon, écoutez, vous rencontrez peut-être des problèmes avec votre personnel. On va vous proposer un coach extérieur qui va intervenir. Voilà, il était pas méchant, le directeur en question. Mais celui qui était chargé de l'aide sociale à l'enfance, qui n'était pas vraiment chargé de l'aide sociale à l'enfance, mais qui chapeautait l'ASE, la PMI, dans le service enfance, dans ce qui s'appelait le service enfance et famille, lui était d'une opinion, enfin, il voulait se faire valoir et il a donc balancé un signalement à tous les départements de France et de Navarre qui laissait entendre qu'il pouvait y avoir un danger dans l'établissement. Et il a fait ça. J'ai des difficultés à ne pas dire ce crétin, tout en augmentant la capacité de l'établissement. C'est-à-dire qu'on a eu un arrêté complètement intempestif qui passait donc de 5 à 7 enfants officiellement. Mais Rossi en avait reçu jusqu'à 10. Mais je précise que l'ASE le savait depuis des années, que c'était reconnu par l'ASE, et l'ASE disait il faut régulariser ça. On est dans une situation un petit peu folle, et on s'est retrouvé avec un arrêté de l'ASE qui, d'un côté,
avait l'air de dire qu'il y avait un danger dans l'établissement, mais qui en même temps passait de 5 à 7 le nombre d'enfants reçus. C'est paradoxal en fait. Ah ben, c'est totalement paradoxal. D'ailleurs, aujourd'hui, ils réussissent même pas à s'en expliquer. Voilà. Mais Ouais. le même voulait faire passer des établissements, un autre établissement qui ne voulait pas plus d'enfants, de 5 à 7. Je sais pas, il avait fait une fixation sur le chiffre 7. En Ouais. fait, la réglementation précise que c'est jusqu'à 7, mais qu'il peut y avoir une dérogation jusqu'à 10 si il y a les bâtiments suffisants, etc. Il pose Ouais. quelques conditions d'ailleurs qui sont tellement vagues que l'on ne sait pas trop comment les interpréter. Mais la ZE était au courant depuis quelques années. Là où je garde une certaine culpabilité, si vous voulez, c'est que je me suis fié à ce que me disait mon subordonné qui s'occupait du contrôle du contrôle des établissements et qui m'avait dit mais le nombre 5, on s'en fout, on peut très bien faire une autorisation provisoire pour 7 si on a envie, ça posait pas problème. Ouais, Et je peux vous dire que le 10e enfant confié dans l'établissement avait été confié par la Saône-et-Loire. Donc on était dans un... Il y avait rien à lui reprocher, ce que le rapport de 2014 avait reconnu très nettement. D'accord, Il avait d'accord, dit à l'ASE, écoutez, ça c'est un problème qu'il faut régler parce qu'on fait courir un risque. Voilà, on d'accord. fait courir un risque. C'est quelque chose qui devait être régularisé. Donc là, alors la suite de cet établissement avec le La rapport suite, de la 2015, suite de ça, c'est qu'il y a c'est que l'affaire a été signalée au procureur, sans même que la commission vienne sur place. La commission était d'avis de fermer l'établissement. Hein. Pour eux, carrément, ni une ni carrément. l'autre. Donc, Ouais. on se retrouvait presque avec une décision officielle de l'ASE, c'était presque de la bonté de leur part de laisser continuer à faire fonctionner l'établissement. Moi, j'étais sur place parce que j'ai aidé mon pote à rédiger des documents, mais j'ai été effaré parce que les enfants étaient très bien. J'ai noué des contacts avec eux. Il y en a certains que je connais aujourd'hui et qui, s'ils me voyaient, ils se précipiteraient pratiquement dans mes bras. Enfin bon, et ils étaient très bien. Et je peux même vous dire qu'après le départ des éducateurs, ils trouvaient que l'ambiance était plus sympa. La seule chose dont ils se plaignaient un peu, c'est qu'ils disaient oui, mais il y a moins d'activités. Voilà, parce qu'effectivement, il y avait un nombre d'activités qui était extraordinaire, et que du jour au lendemain, mon copain, il a fallu qu'il se débrouille avec 2 éducateurs, parce qu'il a été obligé de virer les 2 éducateurs. Il n'y avait plus de confiance entre eux. D'ailleurs, ça a posé un problème à l'ASE, parce que l'ASE lui a dit, pas question que vous virez les éducateurs, etc., etc. Mais quand j'ai découvert, moi, que les éducateurs, ils forniquaient pendant les heures de boulot, que les gamins me l'ont raconté, qu'ils écoutaient oreilles tendues derrière la porte du bureau, et qu'on a écrit ça aux services sociaux. Les services sociaux, bon, ils nous ont très vite. Alors, j'ai assisté à la conversation, je me bidonnais intérieurement parce que ils nous ont rendu la responsabilité des éducateurs. Dans les 30 secondes, hein, dans les 30 Ouais, secondes. C'est extraordinaire. Moi, ça m'a fait rire parce que franchement, bon, très objectivement, comme les gamins avaient tous 15, 16, 17, 18 ans, c'était pas un coït qui pouvait les troubler, non, alors non, que bien sûr, bien certains sûr. d'entre eux, ils avaient connu le viol et une sexualité qui n'était pas forcément aussi saine que celle que menait l'éducateur Bien sûr, bien sûr, qui bien sûr. trombinait sa collègue sur le bureau. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais pour la ZE, ça commençait à être chaud. À être chaud. Alors à ce moment-là, on a viré les éducateurs. Le premier, d'ailleurs, on ne l'a pas viré pour ça parce qu'on ne le savait pas. Le premier, on l'a viré pour... ah oui, oui, parce qu'il avait maltraité un gamin. Parce qu'il Ah avait oui, d'accord. maltraité un gamin. Et ça, c'est ce que m'ont raconté les jeunes en question. Et c'est pas seulement les jeunes qui me l'ont raconté, mais un adulte qui était témoin. Donc, on se retrouvait avec un éducateur qui accusait son patron d'être maltraitant, alors que lui-même avait été non seulement maltraitant,
mais qu'il avait fait une fausse déclaration en gendarmerie pour faire croire que tout venait du gamin en question. D'accord. Et on s'est trouvé en face d'une situation qui était scandaleuse, et j'ai fait le boulot qu'aurait dû faire l'ASE. C'est-à-dire que je me suis autorisé, mais je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas m'autoriser, même en tant que simple particulier. D'accord, je n'étais plus le patron de l'ASE, je n'étais plus rien, mais j'ai entendu les enfants, j'ai noté ce qu'ils ont raconté, ils ont fait leur témoignage, ils ont fait par écrit, ils les ont transmis. Donc il n'était plus possible de douter que s'il y avait une maltraitance dans l'établissement, elle ne venait pas du patron ou de sa femme, mais elle venait de l'éducateur lui-même. Ça n'a pas été une, faut pas non plus que j'exagère, ça n'a pas été une maltraitance extraordinaire, mais ça a été de la maltraitance quand même. Ça a été d'ailleurs très éprouvant pour l'adulte qui était là et qui a dû mettre à l'abri un ou deux gamins avec lui, et lui-même en avait gardé un souvenir qui n'était pas agréable du tout. D'accord, d'accord. Bon. Et ça, Voilà. c'était important quand même. C'est important à le dire, en fait. Hein. Oui, ben oui. Mais vous savez, ce qu'il y a de plus, ce qui m'a saisi, c'est de voir à quel point mon ancien service, je n'avais pas de compte à régler avec lui. Je peux vous dire que j'ai eu on fait dans cette affaire des conneries des collaborateurs avec qui j'avais de très bons rapports. Ben oui, ben oui. Mais ça m'a chagriné, ça m'a écœuré, ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté de voir à quel point on pouvait faire un boulot de cochon et saboter la vie des gens. Ah oui, c'est ça. Ça a été déjà un début de sabotage. Ouais. Et du côté du parquet, alors qu'un gendarme qui avait de l'expérience arrivait aux mêmes conclusions que moi, exactement les mêmes et à peu près dans les mêmes temps, mais avec d'autres moyens, finalement, on a fait deux rapports qui étaient complètement complémentaires, qui allaient dans le même sens. Une cabale avec un type un peu piqué qui devait vraisemblablement vouloir devenir calife à la place du calife. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, ça me paraissait totalement délirant dans la mesure où mon copain, c'est pas le salarié d'une association, il est son propre patron dans sa propre maison, dans sa propre propriété. Ben oui, ben oui. Donc, l'éducateur en question, j'imagine mal que le patron qui aurait été foutu dehors par les manigances de l'éducateur lui aurait donné les clés de l'établissement en disant bien sûr, il a fait une erreur stratégique, hein, en fait. Mais je pense qu'on est là dans la folie. Ah, Et ce type a continué dans la paranoïa ensuite. Voilà. Enfin, bon. Qu'est-ce qui s'est passé du côté du parquet? Eh bien, on a eu la vice-présidente, la vice-procureure, qui a fait durer, ça n'a été classé que début 2008, sans même qu'on le sache. Alors que du côté de l'ASE, tout était classé depuis novembre 2015, dans le bureau même du président, où on avait amené suffisamment d'éléments, enfin, où Rossi avait amené suffisamment d'éléments pour ridiculiser l'ASE. Je peux vous dire que d'abord, les responsables de l'ASE se sont débrouillés pour qu'on refuse ma présence. Le président a fait une belle lettre, mais qui était préparée. Ah bon? Mais, vous savez, quand vous êtes administratif, vous voyez qui a fait la lettre. Hein, c'est en haut à gauche, le rédacteur, puis vous voyez, et puis le signataire. Le signataire, ça a été le président, mais celui qui a fait la lettre, c'était le responsable du service enfance et famille, qui avait osé déclarer à M. Rossi à l'été, vous savez bien, M. Rossi, que l'administration ne reconnaît jamais ses erreurs. Ouais, carrément. Il a dit devant moi. Ah oui, carrément. Il l'a dit devant moi et devant d'autres personnes. Et ce jour-là, il a mené le fameux coach qui devait intervenir pour donner des conseils à M. Rossi. Ouais. Ça devient comique. C'est que le coach, qui était un type d'ailleurs très sympa, moi je l'ai rencontré juste une matinée, et puis bon, on lui a planté le décor quand il est venu vraiment, et bon, et puis il a passé 2-3 jours dans l'établissement, il a fait d'ailleurs un rapport
très favorable sur l'établissement. Il a dit que les valeurs de l'établissement qui se retrouvaient dans le livret d'accueil, enfin dans les documents, etc., étaient tout à fait respectées dans l'établissement, qu'il voyait une grande distance entre ce qu'on avait pu raconter sur ce qui s'y passait, hein, et la réalité qu'il avait examinée au quotidien. Naturellement, ce document, on l'a. Et la meilleure, je m'étais moqué du directeur des services sociaux, qui était un ancien collègue. Il avait été à mon niveau à l'époque, on était collègues. Et je lui avais dit, franchement, l'idée du coach, je la trouvais un petit peu rigolote, parce que je vois pas pourquoi on fait intervenir un coach extérieur, alors que normalement, on doit avoir les talents à l'intérieur de l'ASE. Mais bon, ça fait moderne des fois de faire intervenir. Enfin, ça se retournait contre eux. Et je lui ai observé, et puis je lui ai dit, tu sais, mon copain Rossi est tellement brillant que si ça se trouve, le coach va vouloir l'embaucher. C'est exactement ce qui s'est passé. Le coach lui a dit, écoutez, c'est la première fois que je vois un lieu de vie, etc. Après tout, on pourrait faire des formations là, pour ça. Est-ce que ça vous dirait pas qu'on organise des formations ensemble sur les lieux de vie? Je n'invente rien. Ça se tapait le cul par terre, mais ça s'est passé comme ça. Carrément. Bah oui. Alors, l'affaire a été classée du côté de la justice, donc en 2018. Bien entendu, M. Rossi s'est retrouvé avec ce papier qui avait été transmis à tous les départements et qui laissait entendre qu'il y avait des problèmes chez lui. Il a eu un papier derrière, mais qui était infiniment neutre. Il disait, oui, que finalement, il remplissait les conditions, etc. Bon, mais enfin, on disait plus, il n'y a plus de problème, on disait plus, on s'est trompé, etc. C'était vraiment le truc minimal. Et je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, il a eu des difficultés à remplir son établissement, des départements ont refusé de bosser avec lui, alors que jusque-là, ça se bousculait au portillon pour avoir des places. C'est destructeur quand même. Hein. C'est très destructeur. Je peux vous dire que ça a laissé des séquelles chez sa compagne, que ça a déclenché un peu des actions corporelles, etc. Enfin, je veux dire, ça a été déjà assez abominable. Mais bon, Rossi a remonté la pente parce que c'est un type qui est costaud. Voilà, l'ASE n'a pratiquement plus placé de gamin, s'est contenté de lui faire garder le plus longtemps possible un gamin qu'ils n'arrivaient pas à placer ailleurs et dont d'ailleurs il avait dit depuis des années qu'il était qu'il n'était pas adéquat pour l'établissement, qu'il ne pouvait pas répondre à sa problématique. Hein, bon, ils ont été, dans la réalité, très cyniques. Mais ce qui s'est passé, moi j'aurais voulu être là le jour de l'audience chez le président. Donc, moi, on m'a jeté en disant que ce ne serait pas objectif puisque j'étais l'ancien patron du service. Je ne sais pas en quoi c'est pas objectif. Enfin, où est-ce que je suis ? Justement, j'avais une certaine technicité. Mais les deux couillons qui étaient là, je ne me serais pas gêné pour gentiment leur faire reconnaître devant le président qu'ils n'avaient fait que des conneries depuis le début. Et que la moindre des choses, lorsqu'on a des soupçons par rapport à un établissement sur lequel on a une tutelle de fait, un droit de contrôle, c'est de le contrôler. Qu'est-ce qui les a empêchés de le contrôler? Je peux vous dire que la dernière fois qu'il a été contrôlé, ça remonte aujourd'hui, là. On est en 2023, ça remonte à 2014. Ah oui. C'est ahurissant. C'est ahurissant, c'est scandaleux, c'est inexplicable, c'est pas rationnel. Il n'y a rien qui tient là-dedans. D'accord. Donc là, pour l'instant, oui, la suite, alors du coup, de ce lieu. Cet épisode-là. Et puis, il se trouve qu'en 2015, ayant viré les deux éducateurs, du jour au lendemain, il fallait qu'il trouve une solution. Il s'est retrouvé assez rapidement, enfin, il est passé de 10, il ne pouvait pas passer de 10 à 7 comme ça d'un coup, mais ça s'est fait quand même. Mais il ne pouvait pas embaucher autant de monde
Et il fallait qu'il trouve quelqu'un illico pour assurer le remplacement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a embauché là son ancienne femme, sa seconde femme. Il a eu 3 femmes au total. C'est pas Lady Barclay du social, mais enfin bon, il en a eu 3. Le pauvre, le pauvre. Bon, mais ça se passe bien avec la 3e, en tout cas pour le moment. je la connais bien, on est amis. Mais j'étais aussi ami avec la seconde, qui était une familière de l'établissement, qui a assisté en direct à ce qui se passait et qui soutenait totalement celui qu'elle appelait à l'époque mon cher ex. Elle l'appelait en tout cas avec moi, parce qu'on a eu des échanges de courriels où elle me félicitait vivement de l'aide que j'apportais à celui donc qu'elle appelait son cher ex. D'accord. J'ai gardé par hasard ces courriels. Et puis voilà, qu'elle est entrée pour des raisons parce qu'elle s'est disputée avec sa fille, etc. Donc, elle a assuré des remplacements, mais pas en étant salariée. Elle avait créé une société. Par le biais de cette société, il lui a demandé donc des prestations qu'il payait, qui étaient des prestations à une société. D'accord. D'accord. Et puis, il s'est trouvé qu'en 2018, elle s'est disputée avec sa fille, et sa fille était la plupart du temps, bien qu'elle lui ait été confiée par la justice à elle, mais ça posait pas problème parce qu'elle passait d'un foyer à l'autre sans problème, mais elle y était la plupart du temps au lieu de vie en question. Je l'ai constaté moult fois, je suis allé chercher avec son père au cas, etc. Donc j'étais au courant, moi, tranquillement, de tas de choses. Et je savais l'opinion de la gamine. Or, il s'est trouvé qu'il y a une dispute entre mère et fille, que la mère a ramené la gamine au LVA en lui disant « je suis plus ta mère, tu n'es plus ma fille », etc. Il y a eu 2 grandes scènes comme ça. Et puis, il y a eu du grabuge, et à partir de ce moment-là, cette brave femme avec qui j'entretenais les meilleures relations du monde, hein, on se faisait la bibise, on plaisantait, on déconnait même, j'avais aucun problème. Du jour au lendemain, elle est allée faire d'abord une lettre anonyme au procureur de la République pour dire que tout ce qui s'était passé, tout ce que les éducateurs avaient dit en 2015, c'était la vérité. Puis on a rajouté des tombeaux. Alors vraiment, c'était le mec était un personnage, c'était Barbe Bleue. Elle était donc chez Barbe Bleue. Et elle a fait en parallèle une lettre aussi à l'ASE, expliquant un petit peu les mêmes choses. C'était tellement délirant que ni l'ASE ni le procureur ne se sont bougés pendant 1 an. D'accord? C'était vraiment un tombereau de conneries. Mais on avait tellement qu'on ne pouvait que douter. Le proc a dit cependant à l'ASE de vérifier. Et l'ASE, plutôt que de venir encore une fois sur place, qui pourrait faire du jour au lendemain, voire intervenir à 10 heures du soir, s'ils ont envie, n'est pas venu sur place. Et on a su qu'il y avait un problème parce qu'ils demandaient leur avis. On a su par un éducateur de l'Ain, qui avait donc placé 2 gamins dans le LVA, qu'il y avait une lettre de l'ASE qui demandait à l'ASE ce qu'il pensait du LVA, voilà, parce qu'il s'interrogeait par rapport au LVA. Moi, j'ai écrit à l'ASE et je leur ai dit, dans une lettre fort aimable, où d'abord j'ai expliqué ce qui s'était passé en 2015, parce que les 2 pezzouilles là, qui avaient fait le maximum de conneries, ils étaient partis après, et puis ils ont pas gardé dans les dossiers tous les échanges qui prouvaient qu'ils avaient sévèrement déconné. Donc, l'ASE, ou la personne chargée de la CRIP, au lieu de venir sur place, ce qui était la meilleure manière de crever l'abcès, demander à un département extérieur son opinion. Le département extérieur n'avait d'ailleurs pas d'opinion défavorable. Et la preuve, c'est qu'on a eu donc vent de ce courrier. Et je leur ai dit, écoutez, faut un petit peu. J'ai fait une lettre que j'ai gardée, c'était encore un courriel.
Parce que je suis un administratif, je sais que les paroles volent, mais les écrits restent. D'accord. Ouais. Un an avant l'intervention, vous m'entendez? Un an. J'ai prévenu la ZE et je leur ai dit, il faudrait peut-être sortir du marigot dans lequel vous êtes, de ragot, je leur ai dit, mais venez sur place, venez n'importe quand. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. D'accord. Et voilà que dans ce contexte où on a laissé s'accumuler des barils de poudre sans aller sur place, les barils de poudre, c'est les ragots, c'est les conneries qu'on peut raconter. Dieu sait qu'on peut raconter des conneries autour de la machine à café. Hein. Alors là, il faudrait une machine à café à la ZE avec enregistreur, là, hein, des bêtises qu'il peut s'y raconter. Voilà qu'il y a une gamine qui fait une fugue dans l'établissement. La gamine, je la connais bien. Je ne l'ai pas vue un nombre de fois incalculable, mais croyez-moi, quand je suis dans l'établissement, j'observe, tout naturellement, parce que ça a été mon ancien boulot. Je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, etc. Mais je sais observer. La gamine était très bien dans l'établissement. Je peux même vous dire qu'un jour, j'y ai amené mon petit-fils dans cet établissement et elles ont expliqué à mon petit-fils à quel point, enfin, il y avait 2, 3 gamines qui étaient là, qui ont expliqué à mon petit-fils à quel point elles étaient bien dans l'établissement. Voilà. Et elle était du nombre. Puis voilà qu'une gamine, de retour de vacances où elle était d'origine brésilienne au Brésil, s'est remis à déconner un petit peu. D'abord, les téléphones portables sont pas permis dans l'établissement. Il n'y a pas de fouille au corps, mais ils sont pas permis dans l'établissement. Ce qui ne veut pas dire que les gamins sont isolés, puisqu'ils ont il y a une ligne téléphonique qui est à côté du bureau, parce qu'on peut voir un peu ce qui se passe, parce qu'entre les parents et les gamins, enfin, il peut y avoir de grandes scènes, des trucs qui sont pas toujours très sains. Mais il n'y a pas du tout d'isolement et quelque chose qui ferait que les gamins ne peuvent se plaindre de rien, ne peuvent pas parler. Je vous ai dit tout à l'heure, s'ils ont envie de se barrer de l'établissement, ils se barrent. D'ailleurs, on a eu un Afghan qui, lui, chaque fois qu'il y avait une contrariété quelconque, il foutait le camp. Alors, des fois, on le chopait à la gare, des fois il se retrouvait à Paris où il devait faire un peu le chouf pour les dealers de son quartier. Voilà. C'est pas un établissement fermé, il n'a pas à être fermé forcément, il pourrait l'être, mais alors ça s'appellerait centre éducatif fermé, ce n'est pas un fermé. Et la prestation assurée par l'établissement, elle est normalement connue dans l'ASE, c'est dans le livret d'accueil, tout y est, enfin l'ASE ne peut qu'être au courant de tout cela. Donc cette gamine avait rencontré un petit dealer du coin, pas un gros dealer, un petit dealer. Enfin, moi, je ne connais pas le personnage, mais enfin, bon, c'est un petit dealer. On a su qu'il dealait dans l'établissement, tout simplement, parce que la gamine qui allait chez lui ramenait du shit à l'établissement et qu'on a eu le témoignage de 2 autres gamines qui ont dit, bah oui, on chichonnait sur l'escalier, voilà. Bon. Elle se barre chez lui. Elle se barrait d'habitude, parce qu'on s'en est rendu compte après. Elle se barrait la nuit, en fait, puis elle revenait au petit matin. Mais elle a tellement chichonné, tellement bu, tellement picolé, tellement baisé qu'elle pouvait plus se lever à l'heure, et c'est pour ça que sa fugue a duré. Bon, Rossi a réussi à savoir où est-ce qu'elle peut se trouver, et elle a été récupérée par la gendarmerie. D'accord. La gendarme, parce que c'est surtout une gendarme qui a eu un rôle très toxique dans cette affaire-là, au lieu de contrôler son état, ce qui était extrêmement facile, ne l'a pas fait. Et comme la gendarme, je ne sais trop pourquoi, enquêtait en fait depuis 2 mois en loose day par rapport au lieu de vie, par rapport au ragot, par rapport à je ne sais quoi. Moi, je suppose qu'en fait, elle connaissait l'éducateur qui s'était fait virer. C'est une supposition, mais je ne peux pas le jurer. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il habitait entre Beaurepaire et Louhans.
c'est la route où, justement, qui était le territoire de la gendarme en question. Oui, d'accord. C'est un peu rigolo qu'elle se soit interrogée autant, et on a su après qu'elle avait reçu la psychologue, donc qui avait fait donc un signalement à la ZE à l'époque. Alors c'est assez drôle parce que la psychologue qui avait reconnu qu'elle avait été manipulée par l'éducateur devant le premier gendarme, qui avait fait une déposition en ce sens, oh ben, qu'elle disait que oui, mais c'était le gendarme qui avait exigé d'elle. Ce qui est tout à fait. Enfin, c'est possible, tout est possible, hein, on est d'accord. Mais enfin bon, que penser d'une psychologue qui a quand même une certaine responsabilité en tant que psychologue et qui peut dire une chose et son contraire Oui, oui. en quelques années, quoi. Je veux dire, c'est assez sidérant, mais ça peut s'expliquer. Parce que la psychologue avait un profil particulier. Je rentre dans des tas de détails, mais vous allez vous rendre compte que c'est un feuilleton. Je parle souvent de cette affaire comme d'un feuilleton Netflix. Parce que c'est à peine croyable. Et quand je le raconte, si je ne pouvais pas prouver tout ce que je dis, on pourrait s'interroger sur ma santé mentale. Oui, oui. Alors, cette psychologue, c'est une homosexuelle qui a adopté des enfants. Et il se trouve que la première femme de Rossi a quitté Rossi parce qu'elle a quitté Rossi pour une femme. Et elle a adopté ensuite, alors que ses enfants avaient été confiés à Rossi, elle a adopté avec la femme qu'elle avait épousée en Espagne, où elle s'était installée. Elle avait adopté une gamine. Et dans un espèce de petit bouquin qu'elle avait envoyé à Rossi, elle avait écrit pique-pendre chez lui, etc., le présentant comme un tordu, etc., que Rossi, après ce qu'il me dit, mais je ne connais pas cette femme, donc je ne peux pas l'assurer, mais enfin bon, moi j'ai senti dans toutes les conversations téléphoniques qu'on a pu voir, c'est qu'il lui gardait une certaine tendresse, parce qu'il disait, bon, on a quand même passé quelques bonnes années ensemble, etc., etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les enfants de Rossi, les 3 enfants qui étaient de ce lit, ne voulaient pas plus entendre parler de leur mère. Ils considéraient qu'ils avaient été maltraités par elle, et leur choix a été très clair, c'était leur père. Moi, j'ai entendu des dithyrambes des enfants Rossi qui sont tous en âge de s'exprimer. C'était leur père qui avait assuré. Et d'ailleurs, les enfants avaient été confiés au père, ce qui est quand même, assez rare statistiquement, surtout à l'époque. Hein, bon, en tout cas, Bernard, là, parce que pour l'émission, la première qu'on fait là, donc parce que là on arrive au terme de l'heure qui est affectée en fait. Est-ce que je vais pas regarder. Oui, 57-56, effectivement. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse déjà une première synthèse de ça, quitte à refaire après une autre émission pour compléter ou pour. Si vous voulez. Hein, d'accord. Oui. La synthèse du lieu, alors du coup, le lieu, il a plus d'enfants, alors du coup. Le lieu a été fermé en fait pendant 1 mois parce que le tribunal administratif derrière, après un référé, a annulé la décision parce qu'elle l'a trouvé totalement insuffisamment motivée. D'accord. Dire qu'il se raconte ci et qu'il y a eu un témoignage et puis un autre témoignage, transformer ça en faisceau de témoignages alors que ça vient de la même personne, faire intervenir une information préoccupante d'une gamine qui est en fugue et rajouter pour faire bon poids, parce qu'ils sont allés rajouter pour faire un bon poids un espèce un différent, mais qui n'était pas méchant, entre le lieu de vie par rapport, non, même pas à la tarification, mais on lui demandait un document qui n'était pas réglementaire de lui demander, et parce que M. Rossi est le président d'une association et défend aussi un point de vue un petit peu général des autres lieux de vie,
ses mandants estimaient comme lui, et d'ailleurs c'est tout à fait la réalité, que c'était un abus de pouvoir de l'ASE de lui demander ce qu'on lui demandait. C'est tout, ça fait un échange de courrier, et d'ailleurs il avait cédé aux instances de l'ASE sur mon conseil, parce que je lui ai dit, écoute, ils ne connaissent rien au droit, ils vont se dire simplement que tu es un magouilleur parce que tu leur files pas un document, tu n'en as rien à foutre de le leur donner. C'est pas un problème pour toi puisque tu es clean. Transmets-leur le document. Le document leur a été transmis et ils ont transformé tellement les choses qu'il y a eu 5 lettres au total, mais c'est l'échange de lettres, ça fait 5 lettres avec les questions et les réponses, d'accord? Ouais, 5 courriers se sont transformés dans l'arrêté de fermeture par 5 demandes. Comme s'ils avaient été obligés de demander 5 fois la même chose. Donc, on le présentait comme un espèce de magouilleur. Bon, ce que j'avais un peu. Bon, en tout cas, pour cette triste aventure, on se refixe un rendez-vous quand pour un prochain épisode? Quand vous voulez. C'est vrai? Ah oui, moi, je suis libre la plupart du temps. Je peux avoir un truc exceptionnel. Moi, je suis retraité. Oui. Ma seule préoccupation maintenant, c'est de me battre, parce que maintenant, c'est moi, enfin, mon copain continue à être emmerdé, mais moi, je suis carrément saisi. D'accord. Mais il me reste 610 € pour vivre par mois. Bon, alors on fera un épisode spécial pour ça, Bernard. D'accord? Ouais, On ouais. racontera pourquoi on en est arrivé là. Et je vous donne rendez-vous même dans la semaine. On revient dans la semaine pour faire une autre émission. Et je D'accord? pense qu'il y a peut-être des passages que vous pouvez couper là, parce qu'effectivement, j'ai été un petit peu long. Mais Non, c'est le format. Non, non, la teneur, oui, pour l'instant, elle est assez bonne, la teneur. Hein, d'accord? En oui. général. Non, Ok? mais je pense que la teneur est bonne aussi, c'est pas ça. Je m'inquiète pas pour ça. Mais je D'accord? dirais que les suites de l'histoire, de cette histoire-là, Ouais. demandent un épisode à elle seule. La suite demande un épisode. Eh ben, on fera un deuxième épisode. Voilà. D'accord? Et ce qui m'est arrivé dans le temps et ce qui m'arrive aujourd'hui, Ça fera partie du euh, deuxième épisode? ça Non? peut faire un troisième, ça peut faire partie d'un troisième. D'accord. Bon, Ou alors, je peux Bernard, faire aussi. Ou alors, on fait que 2 épisodes, mais je fais quelque chose de court. on Mais je peux verra. y Il n'y a pas de arriver, je peux souci. y arriver. Parce que je vous ai raconté l'essentiel de ce qui est compliqué. Je vous l'ai raconté maintenant. D'accord. Après, on a les réactions, on Ah, a juste les réactions de services qui ont merdé et qui ne veulent d'accord. pas reconnaître qu'ils ont merdé et qui préfèrent écraser des gens plutôt que de le reconnaître. Ça sera le mot de la fin, Bernard. D'accord? OK? Ça me va. Je, Allez, je te remercie pour ce témoignage et je te dis à très très bientôt. OK? il n'y a pas de problème. Tu me fais signe, je me rends disponible, sauf impossibilité, mais ça m'étonnerait. On va trouver une solution. Je te salue bien bas. Merci Ok, beaucoup, Bernard.